Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Trouspe pour ce nouveau format critique, chapeauté ici par l'excellent Christian Sioka, en dialogue avec l'écrivain Jérôme Mezzo. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bonne lecture. Voilà plus de 20 ans que l'on se fréquente par émission radiophonique interposée. Aujourd'hui, tu as une double actualité, un petit livre épatant, Écrire les mondes vernaculaires, littérature, ethnologie et création sociale, avec une excellente présentation d'Hervé Gué, publié au Québec chez Tangence, collection Confluence. Ça, c'est pour ta casquette de sociologue de la littérature. Et puis, tu es en train de préparer un roman, une fiction, je pense, Malencontre, qui paraîtra chez ton éditeur habituel depuis quelques années, Zoé, à Genève. Et puis, n'oublions pas le Absolument moderne, ton dernier titre, paru en 2019, et qui a eu un grand succès, et dont tu parles encore, Absolument moderne avec un pluriel. Et ça me paraît une excellente entrée en matière pour retracer ton parcours, à la fois de sociologue de la littérature et d'écrivain, de fiction, de récit. Tu as l'habitude d'être un peu électricien en disant que ces deux activités d'écriture, c'est un peu comme deux pôles d'un arc électrique. Alors qu'est-ce qui t'électrocute, Jérôme, de préférence ? Bonne question, je sais pas. En tout cas, ces deux activités, elles se nourrissent un petit peu l'une l'autre. Et puis, c'est sûr que il faudrait que je comprenne comment j'ai commencé. Je pense que j'ai quand même plutôt commencé en m'intéressant à la littérature comme critique et comme sociologue. Et puis, je suis venu après à écrire moi-même des textes, même si j'en avais envie depuis longtemps, mais je me suis pas autorisé de le faire tout de suite. Donc très vite, ça s'est installé, cette espèce de dialectique entre observer, regarder de l'extérieur, surtout que la sociologie est parfois un peu âpre, puisque elle essaye de regarder l'activité littéraire sans l'idéalisation qui l'accompagne parfois dans le milieu, et donc c'est pas très facile de devenir auteur aussi sous cette lumière-là, parce qu'on voit évidemment toute la fabrication aussi de la figure d'auteur, tout ce qu'il faut assumer comme parole, etc. Mais bon, voilà, pour moi, c'était important qu'il n'y ait pas seulement une parole critique, mais aussi une proposition narrative, par exemple. Et donc, je l'ai fait. Tu viens de nous dire « je ne m'autorisais pas à ». Ça me paraît assez essentiel, à la fois de la retenue qui est peut-être propre à ta personnalité, ou une forme de timidité, ou plutôt la difficulté d'endosser une posture d'autorité. Oui, bon, en même temps, tu vois, en faisant des écrits universitaires comme une thèse et tout ça, on endosse une posture d'autorité finalement, hein, même si c'est avec beaucoup de précautions, de difficultés et tout ça. Après, c'est vrai que la posture d'autorité littéraire, au sens de créer un texte dont on est soi-même le responsable jusqu'au bout, en fait, hein, avec les limites de ce travail, avec tout ce qui se passe au premier livre, hein. Je pense à mon premier livre, Morts ou Vifs, hein, voilà, on sent 1999, on sent vraiment bien le côté très très autobiographique. On a souvent dit, voilà, les premiers livres, c'est parfois une sorte de transposition presque directe de son histoire personnelle, et c'était un petit peu le cas. Il y avait quand même une forme, il y avait le choix d'une forme, mais c'est vrai qu'au début, une conscience assez peu claire de la forme qui est la meilleure pour son objet. Donc moi j'ai beaucoup tâtonné, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Oui, tu as tâtonné, on n'a pas le sentiment que dans tes différents écrits, ta bibliographie autant savante, académique, que sur le plan de la fiction et des récits très abondante. On va la découvrir sur plusieurs pages. Je ne parle même pas des centaines de contributions sous forme d'articles, de pamphlets, de polémiques. En tout cas, depuis une vingtaine d'années, depuis Mort ou Vif en 99, ta thèse sur l'âge du roman parlant, préfacée et accompagnée par Pierre Bourdieu, on va y revenir, Jérôme Mezzo, eh bien c'était en 2001, ça me paraît emblématique. Voilà 20 ans que tu occupes ce champ avec une autorité
que tu ne réclames pas, mais qu'on va peut-être t'accorder par la qualité de ton travail, par le sérieux de tes enquêtes, par la reconnaissance aussi de tes fictions que beaucoup de lecteurs et lectrices apprécient et accompagnent. Alors, je ne sais pas si j'occupe un champ, parce que je me suis rendu compte que le mot champ, puisqu'on l'emprunte à Bourdieu, est aussi un terme militaire. Mais même le terme avant-garde est un terme militaire. C'est aussi un terme agricole. Oui, alors aussi. Oui. Mais dans le milieu littéraire, il y a beaucoup de termes militaires. Il y a beaucoup de questions de bataille. La bataille d'Hernani, la bataille réaliste. Et en fait, c'est un monde, c'est un monde de lutte. Alors, moi, je pense effectivement, avec Bourdieu et d'autres, que c'est des espaces de lutte, mais lutte, ça ne veut pas toujours dire mésentente et tout ça, mais ça veut dire simplement qu'il y a une lutte pour imposer des manières de faire, des manières d'écrire, et puis pour renvoyer au passé d'autres manières de faire et tout. Donc, moi, je dois dire que je suis très ambivalent par rapport à ça, parce qu'à la fois, je me sens pas très lutteur dans ces trucs, dans le sens où j'aime pas forcément jouer des coudes et tout ça. Et d'un autre côté, j'ai une humeur un peu polémiste, et je l'ai toujours eu, et ça doit venir de, je sais pas, mon grand-père était comme ça, en tout cas, je vais pas faire Tu te caches derrière ton ouais, grand-père. Non, mais Paul Mézot, mon grand-père était vraiment comme ça, il y a une question de tempérament, ouais. Mais c'est pas de la polémique gratuite, j'espère, mais c'est une sorte d'agacement devant certaines situations. Alors, du champ littéraire, par exemple, je peux être agacé par certains choix ou par le fait que les médias mettent en avant, je sais pas. Dis-nous lesquels, par exemple. Non, j'avais travaillé sur Joël Dicker. Oui. Pas tellement sur Joël Dicker, parce que finalement, il n'a rien à voir avec ça, mais sur ce que les médias ont fait de Joël Dicker, sur le discours qui accompagne ce genre d'ouvrage, etc. Et c'est vrai que c'est parti d'une sorte de colère, tout à fait, mais qui, à mon avis, est plutôt intéressante comme émotion de départ. Alors après, il faut la construire, et Dieu sait si pour Joël Dicker, j'ai travaillé, mais alors vraiment travaillé, quoi. J'ai beaucoup lu, mis en perspective, etc. Mais je pense que je peux produire un discours qui est pas, alors on peut dire, bon voilà, c'est encore marqué par le fait que je n'ai pas beaucoup d'estime pour cette littérature, d'accord, ok, mais ça produit quand même du savoir sur ce type de phénomène de littérature industrielle. Donc j'espère avoir produit un peu de savoir là-dessus, puis après les autres jugeront, voilà. Alors c'est comme si tu prenais le cas Joël Dicker et surtout ce qu'il devient dans le marketing littéraire. Tu consacres d'ailleurs un grand chapitre dans ton dernier essai sur rappelle-moi le titre. Rudiments de marketing littéraire. Bon, c'est le sous-titre. Ça. Oui, et puis le titre. Le titre, c'est Faire l'auteur en régime néolibéral. Voilà. C'est ça qui t'énerve, c'est cette espèce de pression qui nous prend tous. La littérature comme le marketing habituel, ce régime néolibéral qui est en train de cabosser nos existences et qui cabosse aussi le parcours d'un texte, qui fait de l'auteur son propre promoteur dans un champ, encore une fois, où il doit être très profilé comme un produit. Oui, il y a une sorte de standardisation des manières de se présenter, de la publicité littéraire, mais aussi de l'écriture des textes, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'attentes sur les arcs narratifs, c'est l'écriture scénaristique, etc., le page-turner, enfin c'est hallucinant. Alors, c'est le bouquin dont les pages se tournent toutes seules, tellement il est bien écrit, etc. Et quand on lit, alors évidemment, on pourrait dire, ben voilà, ça c'est des épiphénomènes, ça a toujours existé, on parle de littérature industrielle depuis 1839, en tout cas. Donc, analyser tout ça dans cet essai. On peut dire que c'est pas très nouveau là, mais là il y a peut-être un tournant un peu hollywoodien où les méthodes de marketing littéraire elles rejoignent globalement celles du cinéma ou de la musique pop. D'ailleurs emblématique, là c'est la nouvelle de cette semaine, c'était la maison de Fallois qui a fait exister au fond Joël Dicker disparaît à la suite du départ de Joël Dicker pour créer sa propre maison. Dans cette histoire, il y a toute l'histoire éditoriale de ces 30 dernières années. À laquelle tu échappes parce que toi tu as pris des travers différents. En 1999, j'y reviens avec Morts ou Vifs, tu es publié par Zoé, un tout petit format. Tu vas ensuite t'inscrire dans l'édition en Suisse romande par des petites maisons, édition d'en bas. Jour rouge, consacré à ce fameux grand-père Paul Mézot qui t'a légué des valeurs, des colères apparemment, peut-être aussi un ethos, c'est-à-dire une manière d'être, une manière aussi de ressentir le monde, une bibliothèque avec Rousseau. Là, je
balise un petit peu pour que tu puisses reprendre, Jérôme, ce qui t'intéressera là-dedans, dans la bibliothèque du grand-père. Tu passes aussi évidemment par ton paternel que tu as perdu il y a peu de temps. Et puis ces petites maisons ont su t'accompagner à un moment donné quand tu en avais besoin. Donc il y a peut-être avec les éditeurs, Zoé et En Bas, puis d'autres, une sorte de dialogue un peu privilégié que ne permet précisément plus ce marketing littéraire des grandes maisons. Oui, en tout cas, les deux éditeurs que tu cites, Zoé et En Bas, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, défendent une vision, disons, d'une littérature qui peut être exigeante, qui n'est pas entièrement soumise aux critères du marché, qui doit bien sûr faire sa place dans le marché. Ça, c'est voilà, on est dans ce cosmos-là, les livres se vendent, etc. Mais qui n'est pas formaté à l'avance pour répondre à ces demandes. Et pour moi, c'est un gage de liberté de pouvoir travailler avec des maisons comme celle-là. Pour revenir à la bibliothèque de mon grand-père, il y avait une particularité, c'est pas anecdotique, c'est que c'est pas la bibliothèque de mon grand-père, dans le sens où lui, il ne possédait au fond pas de bibliothèque, il venait pas d'un milieu lettré, etc., mais c'est plutôt la bibliothèque qui s'est constituée petit à petit autour du parti socialiste de mon village à l'époque, et c'est-à-dire que c'était une des premières bibliothèques ouvrières en Valais telles qu'elles ont existé à la fin du 19e, dans les années 20 aussi chez nous et en France, c'est-à-dire des bibliothèques où les groupes d'ouvriers constituaient eux-mêmes leur documentation et leur corpus d'ouvrages, et c'était des autodidactes qui s'appropriaient. Alors cette bibliothèque, c'est vrai qu'elle est émouvante parce qu'elle date de 1930, et on y voit, alors bon, il y a des grands classiques, il y a du Molière, etc. Il y a aussi des petites brochures sur le socialisme, sur des phénomènes annexes, les coopératives, etc. Il y a des ouvrages religieux qui devaient être en fait là pour se documenter sur la pensée catholique, qui était, pour mon grand-père en tout cas pour cette époque-là, un de leurs principaux adversaires, etc. Donc il y a cette bibliothèque, elle raconte aussi tout ce débat des gens qui s'approprient la culture quand ils ne l'ont pas reçue par leur famille, et je pense que c'est un geste que j'ai refait d'une certaine manière, parce que moi j'ai pas reçu cette culture littéraire par mon père ni par mon grand-père finalement, et moi par contre la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai reçu à travers l'école, quoi. Je suis vraiment un produit de l'école démocratique, c'est-à-dire où tout le monde, même sans fortune, etc., pouvait accéder à des diplômes, etc., pourvu qu'il y mette du sien, quoi, disons, ou qu'il ait la chance d'avoir des bonnes conditions là-dedans. Jusqu'à devenir professeur à l'université de Lausanne, où tu enseignes à la fois la sociologie et la littérature. Tu as aussi des cours à Paris, je crois, à l'université de Metz. Tu es sollicité dans beaucoup de colloques. Donc ce parcours, en fait, est-ce qu'il est, à ton avis, proche d'une méritocratie, telle qu'on en parle beaucoup en France? Par exemple, d'un auteur comme Pierre Bergogneau, qui vient également d'un milieu rural, comme tu le dis dans tes récits, et qui, lui, a essayé de réfléchir à ce parcours en assumant le fait qu'il est devenu savant, qu'il est devenu lettré. Comme toi, tu es à la fois savant, lettré et écrivain sur la ruralité, sur ton village de Vernaya. En tout cas, il y a un phénomène comme ça de génération qui a commencé au milieu des années 60, où une nouvelle génération, mais alors qui est la génération qui me précède. Bergogneau, au fond, pourrait être mon père au sens oui, il est historique aujourd'hui. Oui. Hein, comme Annie Ernaux, c'est cette génération, c'est la première génération d'individus venus des milieux populaires qui ont vraiment eu accès assez massif à l'enseignement secondaire et universitaire. C'est la génération qui, au fond, va faire 68. C'est une transformation démographique majeure qui a été racontée notamment dans les ouvrages de Bergogneau, dans ceux d'Annie Ernaux, de Michon, d'autres aussi. Et moi, j'arrive, disons, une génération évidemment après. Tu es né en 1967. 67, donc j'ai eu déjà l'avantage de cette génération qui avait passé par là. Par contre, j'ai été prêt à comprendre assez bien cette expérience qu'ils ont faite, qui devait être beaucoup plus radicale que la mienne, d'être les premiers à acquérir un certain savoir et à essayer d'en faire quelque chose, aussi politiquement, parce que Bergogneau, il a commencé dans des groupes marxistes, etc. La littérature, c'était aussi une possibilité de tenir un discours sur la société, etc. C'était pas juste, la littérature, c'est beau, je vais faire ça le samedi après-midi, quoi. C'était vraiment, il y a vraiment un engagement, chez Annie Ernaux, c'est la même chose, autour de l'écriture qui est liée à une vision du monde, etc. Donc,
cette génération a dû beaucoup plus se battre, je pense, que la mienne pour accéder à tout ça. La mienne a été peut-être un tout petit peu moins politisée, je sais pas. Mais enfin, oui, je dirais que c'est cette généalogie-là dans laquelle je me reconnais. Et puis je crois que dans mon travail, tout mon travail porte les marques de ces choix-là, c'est-à-dire de s'intéresser aux figures du populaire, de s'intéresser à des espaces comme l'espace rural, à s'intéresser à des choses comme ça. Mais si on reste critique, puisque c'est notre rubrique dans Trouspe, Jérôme, on pourrait se dire qu'en étant fidèle, peut-être que tu te mets un peu en retrait par rapport à Annie Ernaux, Pierre Bergogneau, Pierre Michon ou Marie-Hélène Lafont, qui ont creusé cette veine en essayant de comprendre le monde d'où ils viennent. On parlera d'ailleurs par une petite page de Joseph, de Marie-Hélène Lafont, que tu connais bien et qui est saisissant, l'histoire de ce Joseph, valet de ferme, dont elle raconte l'histoire par une écriture extrêmement ramassée, pas si éloignée de la tienne. Mais je me dis que si tu es fidèle à ce que cette génération dont tu parles a pu faire, c'est que pour toi il y avait quand même un enjeu, quelque chose ne s'était pas fait dans la littérature en Suisse romande et qu'il te fallait marquer une balise, ou en tout cas pousser un peu la porte que d'autres n'avaient pas vraiment poussée. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire, mais certainement que ça avait été quand même fait avec d'autres moyens, dans d'autres genres. Je pense par exemple à Gaston Cherpiot, évidemment, Le chêne brûlé. Le chêne brûlé, 1969-68. Ça, c'est un livre qui a été extrêmement marquant aussi pour moi. Et voilà. Après, c'est raconté d'un autre point de vue, à partir d'un autre âge, mais donc ces portes avaient été ouvertes. Moi, j'ai un petit peu continué, mais peut-être que sur le Valais, sur les milieux villageois de culture catholique, ça avait été moins fait. Ce que je lisais moi dans la littérature valaisanne entre guillemets de l'époque, eh bien, il y avait des choses extrêmement conventionnelles qui abordaient pas du tout ces questions-là. Tu penses par exemple à un certain Maurice Zermatten? Ça pouvait être Maurice Zermatten, mais parce que justement, il était du côté, on peut dire, du pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait une vision plus officielle de ce que les classes dominantes disaient sur le Valais de l'époque. Jacques Chessé disait de lui littérature de colonel parce qu'il était également colonel. Ce qui est un peu injuste. Oui, c'est un peu injuste parce que c'est pas seulement une littérature de colonel, mais disons, c'est une littérature qui est marquée par la position qu'il a occupée, hégémonique un petit peu parmi les notables valaisans. Alors bien sûr, il y avait à côté de ça Jean-Marc Lovay, c'était tout autre chose. Là, il y avait une avant-garde qui s'était jouée, mais qui avait rapidement quitté aussi ce lieu pour vivre et publier ailleurs. Mais Lovay, c'est un peu... D'abord, c'est un ami que tu connais bien. Tu as commencé à publier tes textes, on va dire, critiques, en tout cas d'analyse littéraire, en suivant le toboggan des images, c'est-à-dire Jean-Marc Lovay, qui t'a beaucoup interpellé par cet imaginaire foisonnant, complètement déjanté, hors sol en quelque sorte. Oui, et en même temps, j'ai beaucoup admiré ça et j'ai beaucoup voulu connaître et comprendre ce travail. En même temps, je me sentais peu d'affinité littéraire avec, au sens où moi, j'essaie pas de faire du Lovay. D'abord, j'en serais pas capable. Et ensuite, c'est pas forcément ma conception de la littérature, cette conception qu'il a d'une littérature comme un espace d'imaginaire totalement libéré aussi les contraintes du langage et de la narration, libérer des contraintes de référence à un monde extérieur, à un monde d'une extrême richesse verbale, imaginaire, que j'admire encore une fois énormément, mais que je ne chercherai pas à produire, et il me semble que j'en serais d'ailleurs pas capable. Donc on est dans deux mondes littéraires différents, mais ça pose pas de problème, justement. Pour moi, d'avoir rencontré des auteurs comme ça, ou fréquenté leur travail, ça m'a permis d'ouvrir les portes qui, moi, me semblaient importantes de mon côté, par mon expérience. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune universitaire comme toi, en train de préparer sa thèse, que tu soutiendras au début des années 2000, tu l'as publiée en 2001, en 2015, elle a été à nouveau publiée dans une édition augmentée, donc ça c'est important de le savoir, préface de Pierre Bourdieu, je pense qu'on va pouvoir y revenir un peu, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, te pousse à dire « ma voix doit être entendue ». Pas seulement ma recherche académique universitaire, mais la recherche de mon milieu rural, partagé entre la ruralité de ta mère et puis le monde ouvrier et socialiste de ton père et de ton grand-père. Déjà un champ de tension, ce sont deux mondes différents. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, rend inévitable pour toi le fait d'écrire ?
Oh, inévitable, je sais pas. En tout cas, j'ai eu à un moment donné la très forte, le très fort besoin ou envie de mettre par écrit un certain nombre de choses que j'avais vues. Et donc, c'est pourquoi ça commence par des textes autobiographiques. Mais je pense que, si on veut le dire en termes sociologiques, c'est que j'étais placé dans une position inconfortable, le champ de tension dont tu as parlé, entre des milieux qui dialoguaient difficilement et où j'étais peut-être moi une sorte de truchement entre les deux camps, ou je sais pas comment dire. J'étais aussi élevé, je pense, dans des contradictions culturelles. L'évolution très rapide du Valais à cette époque, la culture catholique assez traditionnelle, puis en même temps une ouverture très vite avec le collège et l'université à des lectures complètement contemporaines, décapantes à tout degré. Pour moi, ça a été Bourdieu et plein d'autres, hein, oui. L'ethnologie, l'anthropologie en général. On va suivre ça dans tes récits. Ouais. Et donc, je me suis trouvé, je pense que c'est un peu comme un arc électrique ou plutôt un court-circuit. Je me suis trouvé dans une position à la fois inconfortable, mais où des axes d'énergie se croisaient. Et pour moi, il fallait pouvoir le dire d'une certaine manière, parce que à la fois parce que je pouvais souffrir de cette situation, ou que je m'y sentais mal à l'aise. Donc il y a aussi un malaise au départ. Hein. Et formuler, pour moi, c'était raconter l'histoire, par exemple, de ma mère ou de mon père, c'était aussi une manière de me déprendre de ça, de la pacifier, de la clarifier dans mon esprit. Mais évidemment, tout ça, c'est une reconstruction, d'abord, que je fais maintenant en parlant de Bien passé. sûr, avec le recul. De même que le texte a été une reconstruction de mon propre rapport à ce milieu à l'époque. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la perception que j'en avais. Mais par contre, je prétends pas que j'ai dit la vérité de ce milieu. Ou ça. J'ai dit la manière dont moi j'ai perçu ce milieu de manière très singulière à mon âge, dans cet endroit, étant un homme, etc. Alors, c'est intéressant parce que tu parles en sociologue un peu de la littérature. Mm-hmm. Tu poses sur ta démarche un regard un peu de sociologue avec la distance qu'il faut. Maintenant, j'aimerais m'interroger avec toi, et c'est une question, comment as-tu su, en publiant tes premiers textes, Morts ou Vifs, après il y aura d'autres qui vont suivre, comment as-tu su que ta voix était juste, que tu pouvais la publier, que tu pouvais traverser ce premier brouillard, produire un texte, le voir publié, et savoir que pour toi, cette démarche, très subjectivement, était juste? Bon, ça c'est un peu le regard des autres qui pour moi, à un moment donné, m'a aidé à mesurer s'il y avait une justesse. Alors déjà, il y avait le texte que j'avais fait, c'était Mort ou Vif, qui a quand même m'a pris pas mal de temps, qui a été beaucoup retravaillé. Puis après, il y a la figure de l'éditrice, là c'était Marlise Pietri de Zoé, avec laquelle j'ai dialogué, qui m'a expliqué un petit peu les enjeux du premier livre, qui m'a dit, voilà, il y a telle et telle chose qu'on comprend peut-être pas. Je me rappelle qu'on a transformé un peu l'ordre des scènes, on a réfléchi à comment peut-être accompagner ce texte d'images, c'était son idée aussi. Donc il y a eu un travail éditorial. Il y a eu des magnifiques photos. Il y a eu des très belles photos d'Oswald Rupen, mais le livre, sur le Valais, moi j'avais pas du tout écrit en pensant à ces photos. Et donc c'est un objet quand même particulier. Donc là, il y a vraiment le travail éditorial qui fait que je produis un texte, mais l'éditrice fait un livre. Et ça, c'est quand même une autre étape. Et puis après, il y a les retours des lecteurs, ça peut être des proches ou moins proches, qui te disent, bon ben voilà, ça m'a touché, j'ai l'impression que tu as dit quelque chose de juste sur cette période, je reconnais ces choses-là, ou bien tu as formulé des choses qu'on avait ressenties dans etc. Et puis ça, petit à petit, ça te donne l'envie de continuer à chercher dans cette direction. Voilà. Tu te sens un peu le barde d'un milieu quand ça touche. Faut faire gaffe parce que le barde, il finit bâillonné derrière un arbre. Tais-toi, Assurance Tourix. Mais c'est bien. Je te servirai pas de sanglier. Je suis un peu l'assurance touriste de mon village parce que. Oui, voilà, vas-y. La particularité dans mon village d'origine, c'est que finalement, alors les gens sont très gentils et tout ça, mais je passe un peu pour un doudingue, il faut bien le dire. Je veux dire, ouais. Ah oui. À Vernaya, en 2021, j'ai dans un village où les gens s'intéressent pas forcément à ces choses-là, à la littérature, à la critique, ce que je comprends très bien, c'est un autre monde. Voilà, on a un peu le doudingue, quoi. Oui, mais on aime bien. Oui. Apparemment, oui, mais bien être le doudingue. C'est plus la figure d'assurance touriste que la figure du type que tout le monde, invite ou connaît ou admire ou je sais pas quoi. Non, c'est une figure très marginalisée, mais qui me dérange pas, qui me va très très bien. Et qui me permet aussi d'observer de l'extérieur. Oui, tout à fait.
Alors, on va faire un saut parce qu'on était au cœur. Tu as parlé d'Assurance Tourix, de ce petit village irréductible qui ressemble beaucoup à Vernaille, comme on dit plutôt chez toi, Vernailla. Et puis, j'aimerais faire ce saut à ce monde vernaculaire dont tu parles en sous-main. Vernaculaire, Jérôme, c'est un terme savant qui a beaucoup de connotations, qui a beaucoup de sens possible, et tu l'interroges à travers des contenus très riches, en 116 pages. Je le signalais, écrire les mondes vernaculaires, littérature, ethnologie et création sociale. Et ça, c'est un livre qui est à la fois un manifeste, le champ de ta propre observation sur ta démarche, et pour toi, le besoin de mettre au point aussi une orientation politique, création sociale, à la fin. Et si on part du vernaculaire, toi tu le fais avec Ivan Illich, cet excellent penseur des années 80, tu le fais aussi avec James Scott, un autre sociologue. Tu le fais avec Henri Barbusse, avec d'autres penseurs qui t'accompagnent. Et toi, tu les suis en train de révéler l'enjeu fondamental pour toi aussi dans ton écriture du vernaculaire. Comment qualifier ce terme ? Bon, je me suis intéressé, c'est vrai que c'est un terme un peu savant, mais en même temps, on l'emploie fréquemment dans beaucoup de domaines. On parle de photographie vernaculaire pour la photographie amateur, d'architecture vernaculaire pour les bâtiments construits, par exemple les chalets, par exemple, dans les Alpes, etc. Sans architecte. Voilà, sans architecte. C'est des activités que les gens font avec les moyens du bord, par eux-mêmes, sur place, sans appliquer des normes qui viennent d'ailleurs ou des normes générales ou officielles, des plans, etc. C'est le bricoleur par rapport à l'ingénieur, etc. Et au fond, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement les pratiques vernaculaires elles-mêmes, mais plutôt ce que la littérature dit de ces mondes vernaculaires. Par exemple, alors, l'exemple le plus connu, je pense, c'est ce que la littérature fait des langages vernaculaires, par exemple des patois, des dialectes, des français régionaux. Littérature qui, elle, se donne comme le lieu d'une langue standard ou d'une langue artistique qui serait supérieure ou voilà, qui communiquerait mieux que les langues vernaculaires. Et il y a alors évidemment un rapport possible d'observation distante, voire de condescendance des écrivains par rapport au langage vernaculaire. Et alors j'essaie d'observer ça par exemple chez Barbusse. Tu nous resitues Barbusse, qui avec le feu... Henri Barbusse, voilà, ça a été le grand auteur de la guerre 14, enfin un des grands, qui a écrit Le Feu, un roman des tranchées de la guerre de 14, et qui a mis en scène dans ce roman le parler des soldats, qu'on a appelé l'argot des poilus. C'est un peu plus complexe, parce qu'il y a eu très rapidement des petits dictionnaires sur l'argot des poilus. C'est vrai que ces soldats de première ligne, qui venaient de milieux populaires, ont développé un argot militaire pendant la guerre. Mais dans les faits, si on regarde de près, il parlait surtout des patois et des dialectes. C'était des ouvriers, des paysans qui venaient de tous les départements de France et qui venaient à peine de passer au régime de l'école obligatoire et qui parlaient principalement entre eux le patois, des patois et des dialectes. Ce qui est d'ailleurs pas très clairement transcrit dans le roman de Barbusse. Enfin bon, il a travaillé surtout sur l'argot. Mais enfin, il a réinventé, représenté, stylisé cette langue qui était pour lui la langue de l'autre. Barbusse était un type... Un savant plutôt, oui. Oui, un écrivain cultivé, parisien, etc., qui avait vécu à Paris, qui écrivait dans la presse. Et donc, il regardait ce langage de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Comment il le met en scène? Ça m'a beaucoup intéressé. Oui, parce qu'il y a tout un procédé narratif, une fiction chez lui, mais ce qu'il réhabilite, c'est justement se parler, la vivacité de se parler, la force qu'ont ces communications entre les poilus, et ce milieu déconsidéré par l'élite républicaine depuis des décennies notamment. Oui, et se jouer là aussi un autre enjeu très important, c'est que ces langages-là n'accédaient pas à la littérature, et on peut dire que avec Barbusse, il commence à y accéder, alors sous des formes particulières, notamment seulement dans les dialogues. Donc c'est un langage qui est porté sous la responsabilité de ceux qui le prononcent, mais l'auteur lui-même n'utilise pas ce langage, il se distingue de ce langage, il reste à distance avec les dialogues directs, mais en même temps, il y a tout un enjeu politique là, c'est-à-dire que la question derrière, c'est
que va-t-on faire de toute cette communauté nationale qui parle en fait des langues différentes, qui a un rapport différent avec la langue et qui est en train d'entrer par l'alphabétisation dans la langue standard qui va être peut-être le point commun de toute la nation. Il y a un pont entre Robert Hertz en 1916 et puis Jérôme Mézot au début des années 2000. Lui, ce qui l'épatait, c'était ces gens de Mayenne qui disaient souvent « nous », qui n'avaient pas vraiment la revendication d'un moi et d'une individualité, qui riaient beaucoup, qui avaient besoin de la joie pour continuer de survivre dans les tranchées, et qui avaient le sens des blagues, des sens de la vie festive. Et ça l'a beaucoup frappé, malgré le tragique de cette grande guerre. Et on n'est pas loin de tes propres observations dans les récits que tu as écrits. Oui, je pense que quand je me suis mis à travailler sur Robert Hertz, donc qui était un ethnologue déjà assez célèbre à l'époque, malheureusement il a été tué pendant la guerre 14 et il est mort jeune, donc l'œuvre qu'on a de Robert Hertz tient en 1 ou 2 volumes, mais il est resté célèbre dans l'histoire de l'anthropologie par Marcel Mauss, l'ethnologue qui a publié ses œuvres, qui les a longuement commentées. Donc aujourd'hui, dans la tradition ethnologique, on connaît encore bien Robert Hertz, on le considère un peu comme l'inventeur de l'ethnologie de terrain, et il a fait des terrains dans le Val d'Ost, etc. Et c'est vrai que ce qui m'a fasciné, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui, c'est le fait que ces intellectuels formés, lui est très bien formé à Paris, en sciences des religions, etc., et qui ont lu à peu près tous les livres qui existaient à l'époque sur les théories de la religion, se mettent à observer de près un culte de Saint-Bès qui a lieu dans la vallée de Cogne et dans la vallée d'Ost, et il regarde de près ce que font les gens, il prend des notes, etc. Il fait un geste que Durkheim ou Mauss n'avait presque jamais fait, c'est observer de très près. Eux, c'était des sociologues de bibliothèque. Voilà, c'était des sociologues de bureau, parce qu'à l'époque c'était la tradition. Hein. Donc un peu avant Malinowski, il invente ce rapport dans les îles Pacifiques. Les îles Trobriand. Ouais. Voilà, et qui a publié dans les années 30, je crois. Voilà, c'est un petit peu la même période. Mais effectivement, ce dont tu parlais, c'est un autre travail de Robert Hertz qu'il fait juste avant de mourir sur le champ de bataille. Il passe son temps, quand il est libre dans les tranchées, à observer, écouter le langage des soldats non lettrés qui sont avec lui, les simples soldats qui sont souvent des paysans de la Mayenne, souvent, en tout cas dans sa section. Et il note leurs traits de langage, leurs proverbes, leur manière de rire, leur habitus corporel, leur comportement physique. Et il est fasciné. Alors, il y a quelque chose à la fois d'une démarche scientifique, parce que c'est un ethnologue qui note tout ce qu'il observe, mais c'est en même temps un homme qui est ému par les ressources de ces milieux populaires face à l'adversité de la guerre, la capacité de trouver les mots pour le dire, la capacité de garder la joie, le côté festif, évidemment. Et donc, évidemment, je pense que j'ai fait la même expérience beaucoup plus tard. Oui. En écoutant parler les gens de mon milieu d'origine, disons, mais que j'écoutais parler déjà avec une autre oreille, puisque j'avais passé dans le camp, en quelque sorte, des savants. Des lettrés, oui, des lettrés, disons, ouais. D'accord. Alors, on va faire aussi un autre pont, parce que dans l'ouvrage, tu prends soin de le conclure sur une note optimiste. Tu es d'ailleurs une personnalité, Jérôme, plutôt optimiste. Tu ne crois pas au grand effondrement à venir, du moins je ne le crois pas. Et du coup, pour toi, dans le vernaculaire, il y a aussi des lignes politiques qui ne se disent peut-être pas en tant que telles, mais qui te paraissent très importantes pour que l'autonomie de certains groupes minorisés puisse devenir une manière non pas de survivre, mais de nous indiquer d'autres façons de vivre par rapport à ce régime néolibéral. Alors c'est vrai que c'est l'aspect peut-être un petit peu militant de ce livre, en tout cas à la fin, c'est que voilà, je pense qu'il y a dans les expériences vernaculaires, les expériences locales, la réinvention avec les moyens du bord de formes de vie ou l'invention de formes de vie, il y a là une possible solution optimiste aux crises qu'on vit aujourd'hui, pour autant que ceux qui ont le pouvoir et qui détiennent la fabrication des normes, qu'elles soient normes intellectuelles, normes légales, normes étatiques, soient attentifs à cette
moi j'appelle ça de la création sociale horizontale, c'est-à-dire à l'invention qui se fait dans ces mondes. On peut penser à la ZAD, on peut penser à diverses communautés qui ont essayé par exemple de reprendre d'autres formes d'agriculture, d'autres formes d'habitat, etc. Oui, par exemple, la permaculture, c'est pas qu'une lubie de bobo, c'est au contraire revenir à du vernaculaire très ancien et le réactiver dans les réseaux du vivant, les champignons, toutes sortes de choses. Absolument, absolument. Les rhizomes, absolument. Donc, si Deleuze aimait tant. Voilà. Ouais. Si on prend au sérieux ces créations sociales qui sont des adaptations, qui prennent des choses du passé, mais qui mélangent, qui les mêlent aussi avec des savoirs d'aujourd'hui. Dans la permaculture, il y a à la fois des savoirs ancestraux, mais aussi des savoirs chimiques récents qui sont intégrés, etc. Donc, si on considère que, en observant de près et en prenant au sérieux les expériences vernaculaires, on peut inventer quelque chose de nouveau, et que toutes les solutions ne sont pas des solutions techno-scientifiques, étatiques, officielles, etc., c'est-à-dire qui viennent par en haut, des sortes de normes qui viennent d'en haut où les gens doivent juste obéir, mais qui a une créativité sociale de base, et qu'il faut simplement la faire s'exprimer, ou lui donner des espaces, ou l'encourager, ou y participer. Je pense que là, on peut avoir un point de vue un petit peu optimiste pour la suite. Bon, j'aimerais suivre cet optimisme. Alors je vais effectivement mettre un marque-page et me souvenir qu'il faut rester optimiste. Quand on voit effectivement certains reportages sur les réseaux sociaux, sur la domination technologique, notamment des GAFAM, et ce qu'ils sont en train de préparer pour le monde à venir, immédiat, on a parfois quelques frissons et un peu moins d'optimisme. Donc c'est très très bien que tu nous le rappelles. Jérôme, encore une dernière question. On parlait de Marie-Hélène Lafon, on pourrait revenir avec Annie Ernaux sur ce souci ethnographique de parler de soi à travers son milieu. Moi, je voulais juste soumettre à la page 24 de ce très beau récit de Marie-Hélène Lafon, Joseph, paru aux éditions Buchet-Chastel, l'observation entre le patron, un agriculteur, et son valet, Joseph. Une simple phrase: ils ne se parlaient pas pour le travail, ils savaient comment faire et que ça s'arrêterait après eux. N'est-ce pas une façon très condensée de parler aussi du vernaculaire? Ça s'arrêterait après eux. Oui, alors là, dans quelques mots, dans ce monde qu'elle met en place, c'est le monde de la fin d'une certaine forme d'agriculture en Auvergne, France, en Auvergne, liée notamment à la politique agricole commune, aux évolutions notamment libérales de l'agriculture européenne. Et là, ce qu'elle raconte, c'est ce monde dans lequel il y a des pratiques qui étaient bien établies, qui avaient leur efficacité, qui étaient pratiquées là par le patron et par le valet. Il y a un savoir-faire du valet qui est énorme, un savoir-faire qui n'a pas été appris dans des écoles ou par des diplômes, qui est vraiment un savoir de type vernaculaire, et qui en même temps, à la fois est pratiqué, et en même temps, il y a la conscience mélancolique que ce monde est en train de se terminer, ce qui est certainement vrai pour cette agriculture-là. Mais en même temps, ce que je trouve très fort, c'est que Marie-Hélène Lafon ne se laisse pas aller à une sorte de nostalgie d'un monde agricole qui aurait été autrefois heureux, etc. Non, c'est pas du tout le cas. Le monde rural a toujours été très dur, très violent. Oui, elle le situe. Et il n'y a absolument pas d'âge d'or d'une agriculture heureuse. Peut-être qu'on pourra, avec d'autres formes agricoles, d'autres répartitions du travail, faire de ces travaux-là des travaux moins durs, et avec les techniques, peut-être, espérons, soyons encore une fois optimistes. Marie-Hélène Lafon ne l'exclut pas, en tout cas. Jérôme, tu as gagné une gorgée d'eau vernaculaire. Merci. Avant de passer au questionnaire de tous.